Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et je suis là pour vous parler de la première de Big Brother Célébrité Québec. On a eu le temps de digérer tout ça, de s'approprier ce qui s'est passé lors de cette première émission et on a beaucoup de choses à dire. Il y a extrêmement de choses qui sont passées dans cette heure-là, malgré que pour certains, le rythme semblait pas idéal. On va s'en reparler plus tard, mais bref, c'était quand même un épisode intéressant à date qui laisse beaucoup de promesses pour la suite de la saison et qui devrait donner une certaine idée aux Québécois et aux Québécoises de qu'est-ce qui va se produire cette saison à Big Brother Célébrité Québec. Donc, on va se parler tout au long de l'épisode d'aujourd'hui des événements qui sont passés dans la maison. On va présenter les candidats et c'est ça, on va discuter de tout ce qui s'est passé et de qu'est-ce qui pourrait s'en venir. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette série-là où on va se parler de ce qui se passe à tous les jours de Big Brother Célébrité. Et si vous aimez ce concept, si vous aimez l'idée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, interagissez. On est là pour avoir des belles discussions puis pour parler de Big Brother Québec. Pour commencer ça, j'aimerais juste mentionner que c'est extrêmement le fun d'avoir une version québécoise de Big Brother. Ça m'a toujours semblé un manque à gagner dans l'espace télévisuel au Québec, dans le sens que on a des compétitions de télé-réalité, mais souvent ça tourne soit autour de l'amour, de thèmes XY. Il n'y a pas cette niche-là de compétition stratégique plus poussée au Québec. On en voit beaucoup moins. Et pourtant, comme on peut voir avec le succès prolongé de Survivor, puis de ses versions internationales, même chose pour Big Brother, on n'avait pas cette émission-là au Québec où le centre de l'émission était plus les dynamiques interrelationnelles et politiques et sociales d'un groupe enfermé dans une même maison pendant 13 semaines. Et pour ça, je suis extrêmement content de voir l'apparition de cette émission-là sur nos ondes et j'espère sincèrement que ça va fonctionner et que le public québécois va y prendre goût. On va maintenant embarquer sur ce qui s'est passé dans l'épisode de ce soir. Tout d'abord, l'émission s'est ouverte sur une présentation du concept général de Big Brother, notamment en présentant différents extraits des versions internationales. On peut penser à Big Brother US, on peut penser à Big Brother Celebrity US, on peut penser à Big Brother Brésil, Big Brother UK, Big Brother Australia. Toutes ces versions de Big Brother-là qui ont connu un succès quand même assez important à l'étranger. Et cette présentation du concept-là de Big Brother me semble intéressante parce que ça va permettre aux Québécois de comprendre un peu l'intérêt de ce jeu télévisé-là. Et je trouvais que c'était un beau clin d'œil au fait que Big Brother Célébrité Québec était comme une addition à cet univers-là qu'est Big Brother. Et non juste notre concept à part qui part un peu de nulle part. Il y a une historique, il y a un concept qui précède le Québec. Et ça, je trouve que c'est intéressant de mentionner parce que comme ça va donner des référents aux individus qui connaissaient pas Big Brother avant. On a pu voir Marie-Mé à l'animation. J'ai trouvé que sa prestation était correcte, sans plus. Elle m'a semblé aimer ça. Elle m'a semblé vouloir interagir avec les candidats. Elle m'a semblé être intéressée par ce qui se passe dans la maison. Donc ça, c'est toujours intéressant. Mais il manquait un petit quelque chose. Ça faisait des fois un peu trop robotique à mon goût. Mais je suis sûr que au fur et à mesure que la saison va avancer, on va voir Marie-Mé prendre ses aises. Puis c'est bien correct. Je pense que personne ne peut s'attendre à ce que ce soit un home run dès le début. Mais c'était un peu laborieux par moment. Puis j'ai aussi pas trop été un fan du fait qu'on voyait Marie-Mé assez souvent pendant les épreuves. Et donc, je me demandais quel était l'intérêt. Généralement, dans les versions précédentes de Big Brother, on voyait pas tant l'animateur-animatrice interagir avec les candidats autres que lors des éliminations en direct. À voir si ça va être un truc qui va se répéter dans les prochains épisodes et non juste lors des épisodes d'élimination les dimanches. On va le savoir demain. Mais donc voilà, ça c'est pour ce qui était de la présentation sommaire. L'émission a tout de suite embarqué avec la première épreuve. Donc c'était la première épreuve pour déterminer le ou la patronne de la maison. Mais avant que la compétition débute, on a pu voir une première twist, une première variation, si on peut dire, dans la saison. Donc c'était que 3 des 15 participants de l'émission pouvaient s'exclure volontairement de l'épreuve
et être les premiers à rentrer dans la maison. C'est peut être peut-être une opportunité pour partir des premières alliances, des premières stratégies. Mais ce qu'on a aussi appris au fur et à mesure de l'épisode, c'est que les 3 exclus allaient pouvoir déterminer qui des deux derniers compétiteurs encore dans l'épreuve du patron de la maison allait pouvoir déterminer qui des deux allait être le ou la patronne de la maison. Donc j'ai trouvé que c'était une twist intéressante. J'espère seulement qu'elle va pas revenir fréquemment. Dans le sens que ce que j'aime de Big Brother, et ça c'est strictement personnel, c'est que j'aime le fait que tu ne peux pas avoir d'influence ou très peu d'influence sur qui va devenir le patron de la maison, et donc que tu vas devoir t'adapter au résultat qui n'est pas nécessairement entre tes mains. Le fait qu'un certain groupe d'individus peuvent choisir le patron de la maison pourrait amener un peu pourrait limiter un peu l'élément de surprise, l'élément d'improvisation qui peut venir avec la nomination aléatoire ou par le résultat d'épreuve d'un patron de la maison. Donc, si c'est une twist qui ne revient pas souvent, qui était juste là pour la première de la saison, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve que c'est inoffensif, puis ça nous a permis de voir un peu certaines personnalités, comment ils allaient fitter les unes avec les autres. Mais si ça devient un élément constant, personnellement, je pense que je trouverais ça problématique. Donc, les 3 exclus qui se sont volontairement sabotés de l'épreuve du patron de la maison étaient Jean-Thomas Jobin, Geneviève Borne et Emmanuel Auger. Donc, c'est intéressant de voir comment les dynamiques vont changer et de voir si cette exclusion-là va peut-être les sortir un peu du groupe. On pourrait peut-être les mettre comme leur mettre une cible sur le dos dès le début. Mais en même temps, je peux comprendre leur raisonnement. Je pense que le fait de vouloir ne pas s'exposer directement, de pas d'avoir à mettre ses cartes sur table dès la première semaine est une bonne stratégie. Je pense que c'est très facile d'être le premier à se mettre du sang sur les mains et en subir les conséquences. Donc, je respecte la stratégie des 3. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, mais reste à voir si ça va avoir une influence négative sur leur jeu dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais sinon, on passe directement avec la première épreuve. Donc, la première épreuve consistait en un mur qui se penchait progressivement et sur lequel les compétiteurs devaient s'accrocher le plus longtemps possible. C'est une épreuve d'endurance assez standard pour Big Brother. On a vu ça dans les versions américaines. On peut penser notamment à la fameuse version de Big Brother 10 où Dan Gheesling, champion et joueur incroyable de Big Brother, encourageait ses adversaires lors de la compétition. Donc, c'est une compétition qu'on a vu souvent dans le passé et qui est intéressante de voir à la sauce québécoise. Mais le gros problème, selon moi, avec cette épreuve-là, était plus au niveau du montage et de la structure de l'épisode en soi. L'épreuve en tant que telle a duré presque la moitié, voire presque le 2/3 de l'épisode. Personnellement, je trouve ça énormément trop. Surtout pour une compétition qui est relativement statique. C'est pas une des compétitions qui est le plus engageante à regarder en tant que téléspectateur. Donc, comme première épreuve pour montrer le concept de Big Brother aux individus, je trouvais que ça aurait pu être un petit peu mieux exécuté. Je pense qu'il aurait pu faire un montage un peu plus serré, un peu plus concis. L'épreuve en soi, je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle permet aussi de déterminer quel genre de stratégie, quel genre de personnalité les gens, avec quelle optique les compétiteurs vont apprivoiser les diverses compétitions. Donc ça, on va s'en reparler un peu plus tard quand on va parler des différents compétiteurs. Mais non, je pense que c'est intéressant, mais ça aurait pu être un petit peu plus condensé pour rendre l'expérience télévisuelle un petit peu plus intéressante. Donc, lors de la dite épreuve, on a pu voir en même temps les présentations des divers candidats qui vont faire partie de la saison. On a d'ailleurs aussi appris que malheureusement Jean-Pascal n'a pas pu participer dû à un conflit d'horaire de dernière minute. C'est dommage, j'aurais été vraiment intéressé de voir Jean-Pascal dans le contexte du jeu de Big Brother. Je pense que ça aurait rajouté un élément assez distinct dans la distribution. Mais en même temps, je comprends et je respecte. C'est dommage d'un point de vue télévisuel, mais c'est la vie. Tout ce que je me demande, moi, par contre, c'est est-ce que il y a eu un remplacement de dernière minute?
Mon feeling personnel serait peut-être que Kevin, d'Occupation Double, serait le remplacement dernière minute. Son statut de célébrité est beaucoup plus discutable, entre guillemets, que tous les autres avec qui il se retrouve dans la maison. Donc, selon moi, ça pourrait être Nouveau qui a décidé de contacter Kevin à la dernière minute lorsqu'ils ont su que Jean-Pascal ne pourrait pas être là, et pour l'envoyer en quarantaine rapidement, et considérant que Kevin a pris la piqûre des téléréalités au Québec, ce serait très possible, selon moi, que ce soit lui. Mais j'en ai aucune preuve, donc prenez pas ça pour du cash. Donc, les participants cette saison, on va en discuter. Je vais vous donner mes premières impressions de chacun des 15 candidats, voir comment la première s'est passée pour eux, les premières impressions que j'ai eues de leur présence dans l'émission, leur gameplay, leur personnalité, comment ils vont se développer dans la maison. Donc, on va commencer en ordre d'annonce des candidats lorsqu'ils ont commencé à présenter ces derniers avant le début de la saison. Donc, on a premièrement Claude Bégin, ancien chanteur de À la Claire Ensemble, qui est maintenant chanteur à son compte et aussi acteur. J'ai bien hâte de voir comment il va jouer. Honnêtement, je pense qu'il pourrait me surprendre. Je m'attendais pas à ce que ce soit un compétiteur intéressant, juste de sa présentation. Mais je pense qu'il y a une tête pour le jeu. On l'a vu notamment quand il a décidé, lorsqu'il était dans les 3 derniers sur l'épreuve, de juste abandonner parce qu'il voulait pas avoir la responsabilité du pouvoir et donc de se mettre du sang sur les mains. Déjà là, selon moi, ça prouve qu'il y a une certaine tête pour le jeu, qui sait que pour gagner Big Brother, pour être un bon joueur de Big Brother, le moins que tu peux te mettre de sang sur les mains dès le début, plus hautes sont tes chances de te mettre dans les bonnes grâces de beaucoup de gens. Donc, j'ai vraiment aimé ça de sa part. Il y a eu quand même une première assez tranquille, mais j'ai bien hâte de voir où va aller sa saison. J'ai bien hâte de voir avec qui il va avoir des affinités. La deuxième personne dont nous allons parler aujourd'hui est Rita Baga. Personnellement, j'ai trouvé que Rita Baga était une personnalité incroyable dans la diary room, dans la salle la salle de discussion. Je sais pas encore c'est quoi le terme officiel qu'ils vont utiliser, mais ses confessionnaux sont extrêmement intéressants, sont dynamiques, il y a de la personnalité, il y a du punch. Je sens que les téléspectateurs vont vraiment s'attacher à elle. Je pense que ça va rajouter un petit peu de piquant, un petit peu de piment dans la saison de Big Brother Célébrité. J'ai bien hâte de voir ses relations avec les autres candidats. Et ouais, je ressors assez positif sur Rita Baga, moi qui n'avais pas écouté RuPaul's Drag Race Canada, donc n'était pas trop familier avec sa personnalité, avec sa présence à la télévision. Je peux dire que j'ai quand même été conquis. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va donner. Elle m'a surpris aussi pendant l'épreuve. Elle a duré extrêmement longtemps, avec quand même une bonne compétition. Donc, non, je pense que Rita Baga pourrait être une candidate à surveiller. Reste à voir si sa personnalité va bien se mêler avec celle des autres. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez haute en couleur. Et est-ce que ça va fitter avec le reste des candidats? Certains d'entre eux qui sont plus low profile, moins flamboyants, on va dire. Donc, reste à voir si ça va bien marcher, mais personnellement, j'ai bien hâte de voir la suite. Troisièmement, on a Lisandre Nadeau, célébrité du web, semble assez familière avec le concept de Big Brother, selon ma sœur qui suit Lisandre Nadeau sur les réseaux sociaux. Lisandre a fait énormément de recherches et a écouté autant de saisons de Big Brother qu'elle a pu avant de rentrer dans la maison, ce que je trouve assez intéressant, parce que ça veut dire qu'elle s'intéresse au jeu et non juste à l'expérience télé. Donc ça pourrait être quelque chose de très intéressant dans son cas. J'ai trouvé aussi qu'elle était une personnalité assez comique dans les diary rooms, dans ses confessionnaux. Je pense qu'elle me semble très franche, très terre à terre, et ça pourrait être un personnage assez rafraîchissant à voir dans le paysage médiatique québécois à plus grande échelle, et non juste sur le web. Donc personnellement, je suis intéressé. J'ai aimé aussi la séquence avec l'alliance Condiment, qui n'était pas un franc succès. Mais reste à voir si ils vont trouver enfin un meilleur nom que l'Alliance Condiment. Mais voilà pour Lisandre Nadeau, bien excité encore à son cas de voir où elle va s'en aller dans la saison.
Prochaine personne dont on va parler est Geneviève Borne, qui est l'une des 3 personnes qui s'est exclue volontairement de la première épreuve. Comme j'ai mentionné plus tôt, je pense que c'est quand même un move stratégique intéressant. Je pense que le fait de pas se mettre du sang sur les mains dès le début, de pas non plus montrer est-ce que si elle est une bonne compétitrice ou non, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être un bon move de sa part. Reste à savoir si après ça, la nomination de François Lambert comme patron de la maison va lui revenir un peu dessus, comme pour Jean-Thomas Jambin et Emmanuel Auger. Mais je pense qu'elle a une bonne tête pour le jeu. J'ai aimé le fait qu'elle était présente. J'avais peur qu'elle disparaisse un peu dans le background. Mais non, elle a ressorti à l'écran, elle parlait, elle avait pas peur de discuter de ses stratégies. On a pu le voir avec Jean-Thomas Jobin, justement, quand ils sont arrivés dans la maison, puis qui justement essaient de discuter entre les 2 potentiels gagnants, lesquels étaient le meilleur pour leur game à long terme. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça peut-être un début d'alliance à ce niveau-là, qui sait. Bon, mon seul problème avec elle, c'est si elle essaie de trop être présente, ça pourrait lui retomber dessus. Des fois, dans Big Brother, mieux vaut juste laisser les choses couler et ne pas se mettre au centre de l'action. Et j'ai peur qu'elle essaie un peu trop de se mettre au centre de l'action. Mais si elle réussit à éviter les petits pièges des premières semaines, je pense qu'elle pourrait se rendre loin. La prochaine personne dont on va parler dans cette vidéo est Jean-Thomas Jobin. Personnellement, c'est un de mes coups de cœur de l'épisode. J'ai trouvé sa présentation extrêmement intéressante. J'ai aimé qu'il mentionnait son intérêt pour la stratégie, qu'il était là justement pour le jeu et non juste pour l'émission. Autant que c'est une émission et on veut la regarder pour le point de vue télé-réalité, j'aime voir qu'il y a des candidats qui sont vraiment intéressés par le jeu en premier et par le fait que c'est une émission en deuxième. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment rendre la saison intéressante au long terme. C'est peut-être pas ce qui est le plus savoureux pour les premiers épisodes, parce que c'est pas nécessairement un concept qui peut être familier pour certains, mais sur le long terme, avoir des joueurs qui vont vraiment se concentrer sur la game, sur la stratégie et sur les manières dont ils vont aborder la vie dans la maison d'un point de vue sociopolitique et non juste social ou et juste être une lampe de plus dans la maison. Mettons, le fait d'avoir des joueurs qui vont justement essayer de pousser la game plus loin, je trouve que c'est vraiment intéressant et ça peut être payant pour le long terme. Le seul défaut, c'est est-ce qu'il va peut-être pas être trop stratégique pour l'émission? Est-ce que la distribution avec laquelle il est va pas être trop réceptif au fait que ce soit un petit peu plus un stratège, quelqu'un qui va essayer de faire des alliances, quelqu'un qui va essayer justement d'utiliser de la stratégie pour se couvrir la peau. Donc reste à savoir si ça va se retourner contre lui, mais personnellement, j'ai aimé sa personnalité lors des confessionnaux. J'ai aimé sa manière d'interagir dans la maison avec les autres, notamment Geneviève Borne, comme je l'ai mentionné lorsque je la présentais. Donc, personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ce que Jean-Thomas Jobin va donner dans la maison. J'espère tout simplement pas qu'il se mette dans des mauvaises grâces de certains à cause de sa nature plus stratège. Mais sinon, j'ai des très grands espoirs pour Jean-Thomas. Prochaine personne dont nous allons parler est Emmanuel Auger. Le troisième des exclus de la première épreuve. Il était pas trop présent lors de la première à date. On l'a surtout vu lors de la séquence de fin, lorsqu'il parlait avec François Lambert. On va un petit peu plus reparler de cette discussion-là plus tard. Mais j'ai trouvé qu'Emmanuel avait quand même une première correcte. Pas trop présent. On n'a pas trop une bonne idée de comment sa game va aller. Mais je pense qu'il va essayer de jouer la game du gars Joe Cool, du gars friendly, qui va pas trop essayer de faire de vagues. Ce qui pourrait être une bonne stratégie dans son cas, peut-être essayer de diminuer les risques sur le fait que ce soit quand même un gars assez costaud, un gars assez physique, qui pourrait être un danger pendant les épreuves. Donc, s'il peut se mettre dans les bonnes grâces de beaucoup de gens, puis se faire beaucoup d'amis dans la maison, ça pourrait diminuer son threat level, puis faire en sorte que sa game va durer probablement plus longtemps qu'elle pourrait normalement. Surtout en plus, avec son rapprochement avec quelqu'un dans le pouvoir, ça pourrait l'aider aussi au long terme. Donc, pas trop présent en date, mais les petits flashs qu'on a vus d'Emmanuel pourraient laisser croire qu'il pourrait se rendre loin dans les bonnes conditions.
Prochaine personne est Varda Etienne. Toute une personnalité, m'a semblé une personne extrêmement intéressante, beaucoup plus un personnage qu'une joueuse selon moi, mais il faut des personnages dans Big Brother. Une saison remplie juste de joueurs peut devenir extrêmement lourd, et ça prend des personnes comme Varda pour rajouter un petit peu de piquant, rajouter du dynamisme, rajouter du fun. C'est sûr que personnellement, son côté un peu justement célébrité, princesse, est un petit peu moins à mon goût. Je sais pas si c'est juste une fausse image qu'elle se donne ou si c'est vraiment sa personnalité. Personnellement, ça pourrait me tomber sur les nerfs au long terme si c'est juste ça. Mais s'il y a un peu plus de dynamisme, s'il y a un peu plus si sa personnalité est un petit peu plus tridimensionnelle, je pense que ça pourrait être un personnage vraiment intéressant à suivre. J'ai aussi aimé le fait qu'elle mentionne que ses enfants ont l'âge de certains compétiteurs-compétitrices. Donc, ça pourrait peut-être aussi amener des dynamiques intéressantes. Interagir avec quelqu'un de son âge versus interagir avec quelqu'un qui a l'âge de tes enfants est clairement différent. Donc, est-ce que ça va jouer dans les dynamiques sociales du jeu? C'est très possible et j'ai bien hâte de voir ça. Ensuite, nous allons parler de Kim Clavel. Kim Clavel qui a quand même une bonne première. J'ai trouvé qu'elle avait une bonne personnalité pour la télé. Elle me semblait avoir une bonne tête sur les épaules. Donc, j'ai bien hâte de voir est-ce qu'elle va pouvoir justement utiliser ses compétences physiques pour se mettre dans les situations de pouvoir. Une autre chose que j'ai énormément aimé à date de Kim Clavel, c'est que elle me semble au centre de la première alliance qui semble se créer avec Camille, Lisandre et elle-même, mais sans être le visage de cette alliance-là. On peut voir dans le preview de l'épisode de demain, François Lambert qui mentionne à Camille qu'elle pourrait être une menace, être une joueuse forte. Donc déjà là, on voit que c'est pas la première, que Kim Clavel est pas la première cible de cette alliance-là. Donc le fait qu'elle leur fasse partie sans être la tête du serpent, la grosse tête du serpent, pourrait jouer à son avantage, pourrait justement démontrer qu'elle est capable de s'intégrer à des groupes sans en être le point focalisateur principal. Et je pense que pour Big Brother, c'est une qualité exceptionnelle. Et si elle est capable de créer des liens avec différentes personnes de différents horizons qu'elle, je pense vraiment qu'elle pourrait se rendre loin. Mais il y a toujours un risque avec les personnes avec des backgrounds sportifs qui se fassent éliminer relativement tôt, parce que les autres compétiteurs veulent aussi une chance de pouvoir remporter les épreuves plus physiques. Donc reste à voir si ça va jouer contre elle, mais honnêtement, en date, j'ai été hautement surpris, bien impressionné, et j'ai hâte de voir où ça s'en va. La prochaine candidate dont nous allons parler est Camille Felton. Je suis pas extrêmement excité. Je pense que d'avoir quelqu'un de vraiment plus jeune, même plus jeune que moi, dans l'émission est intéressant parce que ça prend des gens de tous les âges, tous les backgrounds, même dans une édition célébrité. Donc je pense que l'addition de quelqu'un de plus jeune est intéressant. De voir comment quelqu'un de 21 ans va pouvoir interagir avec un François Lambert de 53 ans qui pourrait être son père ou une Varda Etienne de 48 ans qui pourrait être sa mère. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ça pourrait avoir des dynamiques vraiment intéressantes. Mais d'un point de vue personnalité, d'un point de vue gameplay, je suis pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu. J'ai aimé le fait qu'elle essaie de partir une première alliance. Par contre, j'ai trouvé le fait que ce soit une alliance top secret et que faut pas en parler à personne, puis comme si qu'elle présentait ça comme si c'était une idée révolutionnaire quand c'est à peu près la base de tous les jeux de socio-stratégie. Ça m'a un peu fait rire, mais pas dans le bon sens. Donc c'est ça, j'ai peur qu'elle se perde un peu dans la grandeur du jeu, qu'elle essaye trop, si on veut, au point où ça en devient ridicule, au point où ça va jouer contre elle et au point où ça va mettre fin à son jeu beaucoup plus tôt que ça aurait dû. On peut juste le voir dans le preview. Cette discussion-là me fait un peu peur pour elle. De se faire déjà mettre en ultimatum dès le 2e épisode, c'est pas génial. Donc, reste à voir comment on va pouvoir rebondir de cette situation-là. Reste à voir si elle va être une alliée à François ou si ça va vraiment être déjà le début de la fin pour elle. Si elle est capable de rebondir, je pense qu'elle pourrait se rendre loin. Je pense qu'elle est quand même sociable. Mais
je suis pas extrêmement impressionné, je suis pas extrêmement chaviré, mais on verra. Elle peut toujours me surprendre, mais voilà. La prochaine candidate dont nous allons parler est Laurence Bareil. On l'a presque pas vu de l'épisode, donc j'ai très peu de choses à dire. J'ai quand même trouvé comique le moment de montage où lorsque François faisait son discours, on la voyait pâmer devant ses si belles paroles, comme si c'était le prophète qui s'exprimait. Donc j'ai quand même trouvé ça comique, mais sinon on n'a pas eu vraiment beaucoup d'informations sur son jeu. Elle m'a semblé quand même quelqu'un qui était prête à jouer cochon, entre guillemets, à être quelqu'un de confiance, mais seulement si ça l'arrange. Donc ça, je trouve ça intéressant. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait ne pas avoir peur de se mettre tout sang sur les mains, ce qui est une bonne chose, qui va rajouter un petit peu d'intrigue à la saison. Mais c'est ça, j'ai besoin d'en voir plus avant d'avoir une opinion définitive sur Laurence, mais pourrait être intéressant. La prochaine personne dont je vais parler est Maxime Landry, ancien compétiteur et gagnant de Star Academy. J'ai trouvé Maxime assez comique. J'ai trouvé qu'il était un personnage qui pourrait être intéressant. On n'a pas non plus vu beaucoup de Maxime pendant l'épisode. Lorsqu'on le voyait, c'était surtout pour faire des commentaires par rapport à l'épreuve en soi et non par rapport au jeu at large. Donc c'est ça, j'ai besoin un petit peu comme pour Laurence d'en voir plus de Maxime avant d'avoir une idée définitive, mais ça pourrait être un personnage intéressant, je pense qu'il pourrait être comique, je pense que c'est un personnage qui est déjà connu des fans de télé-réalité au Québec, et peut-être que justement il pourrait être un personnage pour qui les Québécois pourraient se rallier derrière. À voir. La prochaine personne dont je vais parler est Kevin Lapierre d'Occupation Double. Je pense que Kevin, comme on l'a vu avec Occupation Double, pourrait être un personnage extrêmement intéressant parce qu'il est quand même comique. Son personnage de roi de la jungle, même si je suis pas un spectateur d'Occupation Double, je pense que c'est quand même quelque chose de comique, de différent. J'imagine ça versus certaines personnalités qui sont un petit peu plus stoïques, un petit peu plus renfermées. De voir un gars qui se proclame être le roi de la jungle, ça pourrait faire des flamèches, ça pourrait rendre ça plus dynamique et plus intéressant dans la maison. Donc j'ai hâte de voir ça. Mais d'un point de vue plus de gameplay, j'ai aimé le fait qu'il se désiste de l'épreuve quand il se rendait bien compte que c'était peut-être pas avantageux pour lui d'avoir justement ses premières décisions difficiles à faire. Donc quand il a vu que ça commençait à tomber comme des mouches, il est tombé avec le reste du troupeau. Donc ça, je pense que ça pourrait être un move intéressant de sa part. Sinon, l'autre élément qu'on a su à propos de Kevin était sa relation précédente avec Lisandre. Ici. Peut-être que ça va raviver la flamme entre les deux. Peut-être que ça va nuire à leur jeu aux deux. C'est être pogné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un ex ou une ex-fréquentation. Ça peut occasionner des situations particulières, on va dire. Donc, reste à voir si ça va être le cas dans Big Brother Célébrité. Mais c'est ça, sinon, peu d'informations encore non plus sur Kevin, mais pourrait être un personnage à suivre, mais est-ce qu'il va pas être le mouton noir un peu, considérant son statut de célébrité issue de la télé-réalité même, contrairement aux autres qui viennent généralement d'ailleurs ou sont connus à cause de d'autres talents. On peut penser à Maxime Landry qui, oui, a été connu par la télé-réalité, mais à cause de son chant. Donc, il reste à voir si ça va jouer en sa faveur ou contre lui, le fait d'être justement le mouton noir de la maison. Je pense que c'est le genre de gars avec un charisme qui pourrait l'amener plus loin. La prochaine personne dont nous allons parler est Marie-Chantal Toupin. Intéressant de l'avoir dans le mix. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas trop vu sur la scène publique au Québec. J'ai vraiment été impressionné par sa performance lors de l'épreuve. Le fait d'avoir son capuchon sur son visage était extrêmement brillant de sa part. J'ai vu des gens dans les commentaires de la page de Big Brother Célébrité mentionner que c'était peut-être de la triche. Non. C'est juste ça. Si ça donne que t'es en chess pis tu te fais jeter de l'eau, ben tant pis pour toi. Et vice versa, si t'as décidé de porter un hoodie, ben tant mieux pour toi. Puis moi personnellement, je considère pas ça comme de la triche. Mais c'est justement utiliser tout ce qui est possible d'utiliser à son avantage. Donc non, au contraire, je salue l'ingéniosité de Marie-Chantal Toupin à ce niveau-là. Par contre,
on ne peut pas parler de Marie-Chantal Toupin sans parler de son speech, et je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard, mais oh mon Dieu, mais quel speech horrible! J'en perds mes mots. Est-ce qu'elle voulait être patronne de la maison? Parce que si c'est avec ce speech-là qu'elle pensait l'être, non. C'est non, vraiment pas. Donc, ça, c'était assez mémorable, c'était quand même assez comique, aussi avec le montage, le fait de voir les sons de cricket après son discours qui était, déplorable. Mais, c'est ça, on n'a pas vu beaucoup d'elle sinon, autre que sa performance assez impressionnante dans l'épreuve, mais ensuite, pour tout crasher ça lors du discours. Mais, voilà, pour Marie-Chantal Toupin. Donc, l'avant-dernier candidat dont on va parler aujourd'hui est Richardson Zephyr, qu'on avait vu récemment dans le Bye Bye. Personnellement, je suis un grand fan de Richardson. J'ai trouvé que c'était un personnage extrêmement comique, notamment dans son présentation personnelle, mais juste en général, je pense que ça va être une personnalité vraiment le fun à regarder à la télé. Je pense que dans un contexte de quotidien, il va être drôle à suivre sur avec Brother 7 jours sur 7, à VRAC. Je pense que c'est quelqu'un qui va être bon dans les confessionnaux. Il a un énorme charisme. Tu vois que le gars, il a pas peur de s'exprimer devant une caméra, d'exprimer sa pensée sur des événements du quotidien. C'est son métier. Ça va être vraiment intéressant de suivre à la télévision. Je suis personnellement un fan. J'espère qu'il va se rendre loin. Est-ce que ça va être le cas? Je sais pas. Mais ça me semble être le genre de joueur qui pourrait être un petit peu l'ami de tout le monde. Et donc se rendre loin grâce à ça. Mais ça reste à voir. On n'en a pas assez vu de ses relations avec chaque individu pour être capable de faire ces constats-là. Mais bien intéressé de voir qu'est-ce qui va se passer avec Richardson dans la saison. Puis j'espère qu'il va se rendre loin personnellement. Et le dernier, et non le moindre, François Lambert, l'ex-dragon, millionnaire, on le connaît. Je suis assez satisfait de sa première. Il a gagné le patron de la maison. Félicitations à lui, il a été surprenant pendant l'épreuve. Je m'attendais pas à ce qu'il dure aussi longtemps et même qu'il la remporte. Son discours ensuite pour justement plaidoyer sa cause pour être patron de la maison était très bon. C'est pas surprenant de venir d'un homme d'affaires, mais comparé au discours horrible qu'on avait vu juste avant avec Marie-Chantal Toupin, je comprends pourquoi les trois exclus ont changé leur décision puis ont nommé François comme patron de la maison. J'ai trouvé qu'il y avait une première assez intéressante, notamment par sa victoire, mais aussi par le fait qu'on a appris un peu sa stratégie à travers sa discussion avec Emmanuel. J'ai aimé qu'il joue la carte de je suis riche, je suis pas là pour l'argent, donc je suis pas dangereux à la fin. Je vais même dire, je vais voter pour la personne qui est en finale contre moi parce que j'en ai pas besoin. Je pense que ça pourrait être le genre de stratégie qui pourrait attirer des gars ou des filles, notamment Emmanuel, comme on a vu dans l'épisode, à justement se rallier à sa cause et l'amener plus loin dans le jeu, justement parce que les gens vont pas vouloir donner la victoire à un millionnaire. Ma question par rapport à ça, c'est est-ce que c'est une stratégie ou est-ce que c'est honnête? Est-ce qu'il s'en fout vraiment du 100 000 $ et du titre de gagnant de Big Brother? Ou il se sert de cet argument-là, qui est valide en soi, pour justement manipuler les gens et amener son jeu plus loin. Donc se rendre plus loin dans l'aventure. Il reste à voir, on va le savoir selon moi au fil des jours et au fil des semaines. Mais c'est sûr que ça va être un personnage intéressant en ce début de saison, considérant le fait que c'est le premier à prendre des décisions importantes dans la maison. C'est le premier qui va mettre des gens en danger. C'est le premier qui va devoir créer des divisions et des tensions possibles dans la maison en termes de jeu. Donc ça peut être une bonne position pour lui, ça peut faire en sorte que vu qu'il a le pouvoir, les gens vont se rallier à lui, vont se ramener vers lui, vont essayer d'être dans ses bonnes grâces. Mais ça peut être aussi extrêmement dangereux si le sang qu'il a sur les mains va être trop lourd à porter, va avoir un teinté un petit peu trop de manière importante la première semaine. Reste à voir, on va le savoir au fil du temps. Mais bonne première de François Lambert. Je suis intéressé de voir comment il va utiliser son statut de millionnaire. M'a semblé plus humain que dans d'autres entrevues, dans d'autres prestations dans lesquelles on l'a vu auparavant.
Donc, ça reste à voir, mais je pense qu'à date, il s'est imposé comme étant un joueur à regarder pour le reste de la saison. Donc, voilà pour la présentation des candidats. On a un peu parlé des autres événements de l'épisode à travers justement les diverses présentations, les discours de François et de Marie-Chantal. Marie-Chantal, encore une fois, j'ai aucune idée de ce qu'elle essayait de faire. Si elle voulait ne pas gagner la patronne de la maison, ben elle a réussi. C'était horrible de mentionner que tu connais pas Big Brother, de mentionner que t'es contrôlante. En quoi ça va t'aider? Allô? Donc, ouais, ça dit tout. François Lambert, comme je l'ai mentionné plus tôt, était très séducteur dans son discours, était très se mettait en valeur et mettait aussi les autres en valeur, ce qui est toujours une bonne chose quand tu veux essayer de remonter dans l'estime des autres, c'est de montrer que tu vas les aider aussi. Donc, en mentionnant ça, ben non seulement il se rehausse lui, mais il se pose comme un élément pouvant rehausser le jeu des autres. Donc, puis comme on a pu voir avec la décision de Jean-Thomas, de Geneviève et d'Emmanuel, ça a une influence. Je pense que c'était un bon move de la part de François Lambert, il s'est bien positionné par rapport à tout ça. Je pense qu'il s'est rallié, il s'est ramené du monde à sa cause juste avec ce discours-là. Reste à voir si ça va durer. Donc voilà pour ça. On a commencé un petit peu à avoir des débuts d'alliance. Alliance condiment, comme j'ai mentionné plus tôt, avec Kim Clavel, Lisanne Nadeau et Camille Felton. Est-ce que cette alliance-là va durer? Est-ce qu'elle va se trouver un meilleur nom que l'Alliance Condiment? J'espère. C'est intéressant. Je pense que de voir des femmes, justement, je pense que c'est 3 des plus jeunes femmes de la maison se rallier, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait justement amener une dynamique de fun. Le problème avec ça, c'est est-ce qu'elles vont s'isoler involontairement par la création de cette alliance-là? Est-ce que ça va les mettre certaines personnes à dos? Est-ce qu'ils vont s'exclure un petit peu du reste du groupe, justement parce qu'ils vont avoir l'air des alliés trop importants? Ça reste à voir, mais je pense que ça pourrait être une bonne alliance si elle reste vraiment secrète, si les 3 filles sont capables de bien manigancer et se faufiler à travers les autres relations sociales qui vont se développer dans la maison. Dernier point que je veux amener à cette vidéo, c'est la maison en soi. Premièrement, elle est magnifique. C'est un manoir. C'est ridicule à quel point c'est beau. C'est énorme. C'est glamour. C'est spacieux. Mon seul hic, c'est est-ce que c'est peut-être pas un peu trop spacieux? Oui, c'est le fun de dire on a la plus grosse maison de l'histoire de Big Brother. Cool. Mais un des intérêts de Big Brother, c'est de voir justement comment les gens, jusqu'à 16 personnes, dans ce cas-ci 15, interagissent et cohabitent dans une maison qui est censée peut-être en accueillir un peu moins que ça. Là, le fait que le manoir soit tellement énorme, j'ai peur que ça dilue un peu les occasions pour que les gens se croisent, interagissent, puis que ça ralentisse un peu le gameplay. C'est pas basé sur aucune étude, aucun fait, c'est juste un feeling. Mais j'ai peur que la maison soit un peu trop grosse pour le bien de l'émission, pour le bien de la stratégie, puis le bien du jeu. Mais ça reste à voir, là. C'est clairement juste une opinion puis une impression que j'ai, mais we'll see. Donc c'est ce qui conclut cette première édition de l'émission post Big Brother Célébrité Québec. J'ai été quand même assez intéressé par la première. Est-ce qu'elle était parfaite? Non. Il y avait clairement des problèmes au niveau du pacing, au niveau du rythme. Le montage, des fois, laissait un peu à désirer en termes de comment ils ont décidé de sectionner l'émission. Mais sinon, l'émission m'a démontré énormément de potentiel. Les participants m'ont démontré du potentiel. Puis c'est ça que je voulais de la première de Big Brother Célébrité. Que la première en soi soit bonne ou non, à la limite, c'est pas tant grave parce que Big Brother est un jeu de long terme. Ça dure 13 semaines. Et juste la première semaine, c'est pas avec le premier épisode que tu vas voir le gros du jeu se jouer. Je comprends pourquoi l'épisode était un peu plus lent, était un peu plus laborieux des fois, le pacing était pas génial, mais c'est qu'il y avait tellement d'informations à présenter, les règlements, les joueurs, la compétition,
le choix du patron de la maison, tout ça qu'il avait à présenter en moins d'une heure. Donc, il y avait énormément d'informations à transmettre en très peu de temps, ce qui a fait en sorte que le pacing était moyen. Là-dedans, je pense qu'il aurait pu réduire un peu l'épreuve ou la condenser, puis mettre l'accent ailleurs. Au final, je suis quand même assez satisfait de ce qu'ils nous ont présenté à date. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire cette semaine et dans le futur. J'ai extrêmement hâte de voir qui va être nominé en premier par François. Est-ce que ça va être Camille? On ne le sait pas encore, on va le savoir probablement demain. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Encore une fois, si vous avez aimé le concept, si vous avez aimé l'idée que quelqu'un au Québec parle et discute et analyse Big Brother Célébrité, n'hésitez pas à commenter. Faites partir une discussion, restez évidemment poli et courtois, mais on est là pour apprécier Big Brother Célébrité au Québec. Et faites ça dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos matantes qui comprennent pas Big Brother et qui veulent en entendre parler pour la première fois par quelqu'un qui n'est pas dans la game. Mais sinon, j'espère que vous avez eu du fun. Moi, j'en ai certainement eu à écouter l'épisode et à en parler. D'ici là, on va se revoir à tous les jours lors des émissions pour discuter de ce qui s'est passé devant nos télévisions, faire des petites prédictions, essayer de voir où la game va s'en aller. Donc sur ce, je vous dis à demain. Passez une belle soirée, prenez soin de vous, restez chez vous et à la prochaine.